Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Elle est jeune, promise à un brillant avenir. Lui, il n'est que prof. De cette relation naturellement toxique aurait pu émerger le pire, mais c'était sans compter sur leur passion commune pour l'actualité. La zone libre leur a permis de se retrouver pour vous proposer une revue hebdomadaire de l'actualité qui la traitera de manière disruptive sans doute. Virile parfois, mais toujours correcte. Eh bien, bonjour Alicia, tu vas bien depuis la fois dernière? Très bien, toujours aussi bien. Et toi, j'espère qu'aussi tout va bien de ton côté. Ah ben moi, ça va encore mieux, je connais la composition du gouvernement Attal, mais on va pas en parler ce soir. On est donc le 11 janvier et nous avons retenu 4 articles de l'actualité. On va voir si on va arriver à traiter les 4, il ne faut pas être trop bavard. Et donc, le premier article, eh bien, c'est en hommage à tes racines et à mes branches, d'une certaine manière. Nous allons parler de la Pologne. Je suis ravie d'ouvrir le bal avec, avec cet article du Monde qui a été publié le 3 janvier. Et donc, c'est Hélène Bienvenue qui nous apprend comment le nouveau gouvernement de Donald Tusk a remporté les élections contre le pouvoir national conservateur du PiS. Et il a entamé une transformation flagrante des institutions. Commencer par les médias qui sont placés désormais en état de liquidation pour être totalement restructurés. Mais ensuite, il y a eu un veto présidentiel le 27 décembre et après, on a aussi un fidèle du PiS en poste à la Banque mondiale, Jacek Kurski, qui a été toujours retenu. Et il cherche avant tout Monsieur Tusk à satisfaire son électorat qui veut régler ses comptes avec l'ancien pouvoir et comme on a pu le voir aussi hier entre un jeu au chat à la souris au sein du palais présidentiel, mais ça on en reparlera. Ah oui, on va en reparler. Ah oui, ça on peut pas rater. Et du coup, on observe aussi une rupture diplomatique dans cet article qui est encore plus nette avec Jarosław Sikorski, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il s'est rendu en Ukraine, donc le 22 décembre, pour donner un nouvel élan aux relations polono-ukrainiennes. Et de même, la coopération avec l'Union européenne doit être assez accrue avec l'adhésion de la Pologne au parquet européen, qu'elle va se refuser fermement de rejoindre au nom de la défense de sa souveraineté. Et quant à la police, elle ne pourra plus agir masquée comme par le passé. Donc, la dernière chose que l'auteur observe, c'est une laïcisation accélérée qui est à l'ordre du jour, avec le passage du nombre d'heures de religion payées par l'État de 2 à 1 dans les écoles, et un projet pour un partenariat civil ouvert aux homosexuels qui devrait être déposé cet hiver. Et parallèlement, la Pologne pourrait se doter enfin d'une réelle politique migratoire. Voilà, après avoir lu cet article, qu'est-ce que tu penses de la transformation de la place de la religion en Pologne? Puisque toi, qui es dans les premières loges, parce que tu viens tout direct de Varsovie, tu pourrais Alors, nous en dire plus. alors ce qui est frappant, déjà, il faut savoir que la Pologne est sous le régime du Concordat, c'est-à-dire exactement comme à l'époque de Napoléon, ce qui change des choses parce que, par exemple, on peut se marier à l'église en Pologne et ne pas aller à la mairie. Et aussi en Pologne, il y a des cours de religion qui sont dispensés à l'école publique. Et alors, on dit que l'avenir du pays dépend des matières enseignées à l'école. Et j'ai toujours un peu l'impression que la religion est devant les maths en Pologne. Bon, c'est une spécialité locale, c'est certainement très bien, hein. Donc, à ce niveau-là, on est dans une réalité très différente de la France. Mais néanmoins, cette réalité évolue sur le temps long. Je me rappelle au milieu des années 2000, j'avais regardé des statistiques de pratiques religieuses et la pratique religieuse en Pologne était supérieure à celle de la République islamique d'Iran en termes de statistiques de gens qui pratiquaient. Donc on était vraiment face à une religion qui était extrêmement puissante et il y avait une tradition que le prêtre, chaque année, rendait visite aux gens dans leur appartement sans être invité. Depuis 2 ans, ce n'est plus possible, ça, par exemple. Les prêtres ne viennent que sur invitation.
parce qu'en fait, de plus en plus de Polonais les recevaient de manière agressive. Parce que, depuis son arrivée au pouvoir, il y a 8 ans, le PiS a très clairement utilisé la religion comme, une sorte de bâton de ralliement. Et ce bâton de ralliement est devenu un bouc émissaire pour beaucoup de Polonais qui ont été très mécontents de la politique du PiS, et également des gages donnés à la frange la plus radicale de la religion, avec l'interdiction de l'avortement. Donc, moi, ce que j'ai remarqué depuis 2-3 ans, c'est une baisse de la pratique religieuse en Pologne. Alors, elle est encore, évidemment, il y a de la marge par rapport à la France, mais on va dire qu'elle est quand même très nette, la décrue. Alors, dans une église polonaise classique, il y a toujours 6-7 messes le dimanche, mais il est possible d'arriver, juste à l'heure et d'avoir une place assise, ce qui était inenvisageable il y a encore une dizaine d'années. Pareil, les cours de religion à l'école, il y a de plus en plus de parents qui désinscrivent leurs enfants de la religion, ce qui était un phénomène toujours minoritaire, mais qui néanmoins, au cours des années précédentes, était inenvisageable. Et là-dessus, je terminerai sur un dernier point, avant de te redonner la parole, c'est que la religion polonaise est très particulière par rapport à la religion en Europe de l'Ouest. Alors, il y a le côté conservateur, on va peut-être en parler, mais c'est surtout qu'en Pologne, la religion est vraiment un truc culturel. Toutes les fêtes sont structurées par la religion, et en fait, la religion, c'est avant tout, l'Église catholique, c'est avant tout un propriétaire terrien. Ce qui a joué un rôle majeur, parce que par exemple, au XIXe siècle, quand la Pologne avait disparu, eh bien en fait, la continuité polonaise a été garantie par la possession des terres de l'Église polonaise. Ce qui a une conséquence, c'est que l'Église polonaise est extrêmement riche. Il y a toujours un prêtre dans les photos de famille, un peu comme un gros nounours. Mais par contre, c'est une église qui est très peu intellectualisée. C'est frappant, il y a quasiment, alors ça c'était Jacek Kuron, un intellectuel polonais qui le faisait remarquer il y a déjà une dizaine d'années, il y a très peu de théologiens polonais de premier plan, alors qu'il y a plein de prêtres. En France, j'aurais envie de dire, on a plus de théologiens que de prêtres. En Pologne, c'est un peu l'inverse. Et il faut voir que la figure, le nec plus ultra en matière de réflexion théologique pour les Polonais, c'est Jean-Paul II, ce qui est quand même, alors il est très sympathique, mais c'est quand même un petit peu limité par rapport à d'autres théologiens. Et toi, je ne sais pas, Alicia, comme tu as vécu dans les deux pays, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé de différence dans le rapport à la religion entre Français et Polonais? Alors déjà, je pense que la première chose que j'ai pu observer, c'est dans la pratique, c'est beaucoup plus donc strict et rigide en Pologne, et on va dire que c'est un peu plus une religion menue en France. C'est-à-dire, on se dit croyant ou chrétien, mais on ne pratique pas nécessairement. Ça, c'est comme on vient de dire, c'est dû on va dire les différentes évolutions et la laïcisation qui a eu lieu en France. Je voulais un peu rebondir sur ce que tu disais, donc ce lien donc entre religieux et culture polonaise qui est très forte. Et j'ai envie de parler de mes parents qui, pendant Solidarność, donc toutes les révoltes qu'il y a eu, ils m'expliquaient que beaucoup de discussions et donc on va dire toute la base arrière, en fait, elle se faisait au sein des églises. Et c'est elle qui organisait, et c'est elle aussi qui, donc toutes les lectures qui étaient interdites par le pouvoir communiste étaient permises au sein de ces institutions, et des livres clandestinement étaient relayés. Et voilà, mais en tout cas, c'est pour la différence, on va dire, c'est ça. En France, c'est déjà très individuel. On est très pudique sur ses croyances, sur sur la foi, et on est encore plus pudique lorsqu'il est question d'en parler, de partager cela avec les autres. Et en plus de cela, au niveau de la pratique, c'est un peu chacun pratique comme il le veut, et on peut tout autant se dire chrétien alors qu'on va pas, enfin pardon, catholique alors qu'on ne va pas à la messe, des choses comme ça. Alors, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est une grosse différence entre la Pologne et l'Espagne, par exemple. Parce qu'on a deux pays qui étaient très religieux, où l'Église catholique était très puissante,
Et en Espagne, après la fin du franquisme, l'Église catholique s'est effondrée tout de suite, alors qu'en Pologne, elle a survécu très longtemps. Pour une raison en fait assez simple, c'est que l'Église catholique en Pologne, en Espagne, soutenait le franquisme. Donc ça n'a pas du tout été comme un outil pour lutter contre la dictature, comme ça a été en Pologne. Et là, sans doute, l'erreur, qui est une erreur un peu classique de l'Église en Pologne ces dernières années, c'est qu'ils ont voulu trop se rapprocher du pouvoir politique. Et ça, là-dessus, les Polonais ont un réflexe un peu tardif, qui ressemble un peu aux Français, de pas trop aimer le mélange des genres. Mais surtout après, le PiS, donc ils ont vu quand même à quel point ils ont joué sur cette carte, mais au final pour, pas vraiment en fait, suivre, on va dire les doctrines de l'Église et qui sont tout aussi corrompus sur plein de points alors qu'ils se présentaient comme les saints. Du coup, forcément, il y a une déception de la part des Polonais sur ce point. Bah, le truc du PiS, ce qui est quand même assez fascinant avec le PiS, c'est en fait qu'ils ont compté sur la minorité. En Pologne, l'abstention est très forte, comme dans beaucoup de démocraties, et en fait, ça a pour conséquence que c'est les minorités qui décident. C'est un peu comme dans les primaires américaines dont on parlait la fois dernière, où comme dans les primaires, c'est les mecs déter qui vont voter, bah, on a souvent des candidats qui sont un peu radicaux des deux camps, en fait, et qui ne représentent pas du tout l'électeur médian. Et globalement, le PiS sait qu'il y a une frange de la population, 30%. J'avais lu jadis que Jarosław Kaczyński, donc le chef du PiS, pouvait mettre un nez rouge et se mettre à marcher sur les deux mains. Il y a toujours 30% des Polonais qui votent pour lui. La différence, c'est quand il y a les autres qui se mettent à voter. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé cette fois-ci. Parce qu'il y a vraiment eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on peut dire. Du coup, tu parlerais d'une crise du principe majoritaire en démocratie? Bah oui, parce que, alors ça c'est un truc moi qui me fascine en Pologne, c'est à quel point les gens n'acceptent plus le résultat des élections. Alors, bon, aux États-Unis, il y a l'attaque du Capitole, il y a mais en Pologne, c'est vraiment frappant au sein même de la population que, en fait, les gens vivent dans deux réalités totalement différentes. Ça, c'est aussi un truc qui est très différent, je trouve, de la France. C'est que, par exemple, la France, il y a deux réalités. Il y a la réalité du Rassemblement national et la réalité de Renaissance, ou la République en marche, ou la République en fuite, je ne me rappelle plus. Enfin, voilà, la République machin. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de journaux du Rassemblement national. Enfin, il y a Valeurs Actuelles maintenant, mais il n'y en avait pas jusqu'à une date récente. Donc, en fait, il n'y avait pas tout un discours médiatique construit. Tandis qu'en Pologne, il y a vraiment une presse pro-Tusk, une presse pro-Kaczynski. Et en fait, chacun lit sa presse, trouve dans sa presse ces informations qu'il conforte. Et quand les gens se rencontrent pour boire de la vodka, bah en fait, souvent ça m'a frappé. Quand j'étais chez des amis polonais, ils s'engueulaient, ils se lançaient des informations contradictoires, et au bout d'un moment, ils finissaient par se taper, parce qu'ils vivaient dans deux mondes totalement différents. Donc du coup, les élections, bah, c'est terrible, parce que c'était Maurras, le penseur d'extrême droite, qui disait, et ça m'embêterait qu'il ait raison de manière posthume, qui disait que le problème des élections, c'est que la minorité n'accepterait jamais le résultat. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, et on voit de plus en plus dans plein de pays, notamment en Pologne, que les minorités acceptent de moins en moins les défaites, parce qu'ils vivent de toute façon dans un monde où préalablement s'y perdent, c'est qu'il y a eu manipulation. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens favorables à Tusk, donc hostiles au PiS, qui disaient oui, mais de toute façon, le PiS va truquer les résultats des élections. Et on voit maintenant le PiS qui réagit avec Tusk qui veut reprendre en main l'audiovisuel public et qui disent oui, il ne respecte pas le droit. Donc, globalement, tout le monde vit dans sa bulle et n'accepte pas que l'autre fasse un truc. D'ailleurs, Alicia, tu regardais, toi, la télévision publique polonaise à l'occasion?
Non, jamais, mais des fois, j'ai vu que mes parents regardaient. Du coup, ça me terrifiait. Mais on va dire que c'était un peu, plus pour, rire que je mettais cela. On va dire, voilà, je prenais pas du tout cela au sérieux. Moi, c'était génial. Je me Ah oui, rappelle notamment pendant le Covid, je me rappelle des reportages qui montraient la situation catastrophique de l'Italie et ça se terminait. Heureusement qu'en Pologne, la crise a eu lieu sous un gouvernement responsable qui n'était pas le gouvernement de tous. J'avais trouvé ça absolument génial. Sinon, nous aurions les scènes comme en Italie. Ah, c'était facile, hein. C'était des grands moments. Voilà. Quelque chose à rajouter sur. Je pense qu'on a fait un beau tour déjà. Je D'accord. j'ai rien d'autre. Eh ben, Rien qui me passe par la tête, mais on va dire que la scène de la fuite, des 2 anciens députés, Wąsik Kaminski d'hier était quand même Ah oui, mythique. bah, raconte ça, Ouais, raconte ça. On avait promis d'en parler, il ne faut pas décevoir le public. oui, c'est vrai. Oh, d'accord. Bon, pour, clôturer en beauté, c'est, donc hier la police qui est venue, donc en bas du palais présidentiel pour arrêter 2 anciens députés qui sont accusés de Alors, juste corruption précisons, excuse-moi, et mais le président est un oui, bien membre sûr. du PiS, Andrzej Duda, Oui, voilà, donc oui, il est de oui, l'ancien gouvernement. oui, qui est donc le protecteur de ces 2 députés qui étaient, 2 anciens députés qui étaient, donc, accueillis par le président et de ce que j'ai lu, le président est parti, donc il avait un voyage, il a quitté la maison et les policiers en ont profité pour, donc, s'infiltrer dans le palais présidentiel et d'arrêter, donc les 2 députés, accusés de corruption et voilà, c'est le fameux jeu du chat et de la souris et du un peu Tom et Jerry et on va Oui. dire voilà. Et la question, les policiers étaient-ils masqués? Ah! Puisque le gouvernement promet de. Il me Oui, non, semble mais que non. Plus ah, maintenant, c'est bien. visage Le découvert respect de l'état de droit est et garanti. Non, mais il est alors, revenu. ça, c'est quelque chose, moi, qui me met quand même un petit peu mal à l'aise, notamment là dans l'article du Monde. C'est que bah, alors, le principe majoritaire n'étant plus respecté et en plus les anciens du PiS se crispant comme des moules à leur rocher sur leur poste, on voit que c'est compliqué. Mais je me disais quand même, la télévision publique a cessé d'émettre à un moment, fin décembre, justement parce qu'au moment de la reprise en main, on se retrouve à arrêter des gens dans le palais présidentiel. C'est quand même, alors ça tombe bien que c'est les gentils qui le font, mais j'imagine s'il y avait ce genre de scène que Orban faisait à Budapest, par exemple, je me demande comment le monde réagirait. Et je trouve quand même que c'est très triste, d'une certaine manière, d'en arriver là. Ouais, bien sûr, hein, c'est pas du tout, ça ne met pas en avant la Pologne, c'est sûr. Alors, Bon. je me rappelle, ça va te faire bondir, mais il y a quelques années, j'avais lu un article dans le Zeit allemand qui disait « Il faut être conscient que la vie politique polonaise n'est pas aussi sérieuse que chez nous. » Ok. Bon, ben, je pense qu'on va prendre un article un peu plus, où là encore, les gens aiment bien se disputer, C'est puisqu'on va ça. parler maintenant d'événements tragiques, c'est-à-dire des événements à Gaza. Alors, c'est un article de Louis Imbert du 5 janvier 2024, toujours dans Le Monde, qui discute du scénario de sortie de guerre dans la bande de Gaza, présenté par les autorités israéliennes. Ce début d'année, ils évoquent pour la première fois un apaisement du conflit. Cette proposition s'inscrit dans le contexte de la visite au Proche-Orient d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain soucieux des nombreuses victimes civiles. Ici, je me rappelle la citation d'un historien américain: « Il n'est pas de situation désespérée que les Américains ne peuvent aggraver par leur volonté de bien faire. » Cependant, ce plan reste flou et a du mal à se dessiner puisqu'on observe un manque de consensus lié à une fracture politique interne, une position fragilisée de Netanyahou. Les objectifs de l'armée restent à définir avec une menace d'extension du conflit au Hezbollah libanais. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a réuni tous les ministres concernés par la guerre
Et donc, les vives polémiques fuitent dans la presse et discréditent l'armée auprès de sa population. Enfin, le plan de paix a du mal à prendre forme puisque les Israéliens ne pointent aucun interlocuteur palestinien avec lequel ils envisageraient de la bâtir. Parce que la paix, c'est comme la guerre, il faut être deux. Alors, donc, pourquoi cet article t'a parlé, Alicia? Cet article, il m'a parlé avant tout pour montrer donc, la spécificité du fonctionnement et des fractures qu'il y a au sein de l'État d'Israël et surtout donc, qui est très assez, enfin, ce parlementaire, enfin voilà, c'est un système parlementaire qui est très fracturé, ils essayent de faire une coalition, mais c'est très difficile. C'est pas du tout comme on a l'impression que tout est autour de la figure de Netanyahou. Du coup, déjà, j'ai bien aimé ça et de montrer que les différentes perceptions, que ce soit du côté de l'armée, on voyait que les plus religieux, ils sont encore très soucieux et ont des objectifs militaires très ambitieux. Mais d'un autre côté, on a une partie de la population qui, elle, demande aussi de cesser donc les frappes dans la bande de Gaza. Enfin, il y avait une photo dans l'article qui a été insérée et qu'on voyait donc ces manifestants qui appelaient au cessez-le-feu. Du coup, voilà, c'est ça qui va le plus interpeller dans cet article. Et aussi le tournant avec la venue de Monsieur Blinken, qui voilà, arrive en demandant d'arrêter qu'on voit autant voilà, qu'il y ait autant de victimes, puisque donc sa propre population, enfin aux États-Unis, commence à elle aussi pointer tous les crimes et toutes les victimes civiles de ce conflit. Et donc, voilà, on demande à Israël de mettre un peu le frein et de un peu limiter les frappes, alors qu'on a la figure de Netanyahou qui a du mal à s'imaginer du coup un plan de paix qui est assez solide et qui est toujours dans une ambition d'éradiquer le Hamas à tout prix. Du coup, enfin, voilà, on voit un peu comment ça commence voilà, de tous les côtés se fracturer et on ne sait pas trop, on a l'impression qu'on a envie de faire une impression qu'on va vers un apaisement, mais en même temps, il y a toujours des frappes qui ont lieu, mais qu'on veut les rendre un peu plus discrètes. Voilà. Oui, alors justement, quelle est la stratégie adaptée pour cacher les coups qui sont assénés puisqu'on rappelle 22 000 morts, c'est ça? Ce qui est estimé 7 000 disparus, ce qui sont des chiffres absolument gigantesques. Alors, bon, je pense que pour répondre à cette question, c'est qu'il y ait moins d'écho médiatique, puisque c'est très relayé. Et c'est ça, on va dire, le Hamas joue énormément là-dessus. Et c'est vu que c'est une guerre asymétrique, c'est de cette façon-là qu'il va pouvoir, du coup, avoir le support international et même régional pour justement avoir des alliés dans sa lutte. Mais d'un autre côté, ça discrédite forcément les frappes israéliennes et ça montre à quel point en fait la réponse israélienne est démesurée en présentant donc toutes ces victimes que provoquent les bombes américaines plutôt dans la bande de Gaza. Et alors, juste, je me demandais, parce que alors, malheureusement, bon, le conflit israélo-palestinien n'est pas neuf, et au bout d'un moment, quand on devient vieux comme moi, avec un cœur qui s'assèche, on commence à devenir un petit peu blasé, parce que des frappes contre la bande de Gaza, j'en ai vu des dizaines dans ma vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change avec ces frappes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une opinion publique qui devient beaucoup plus pro-palestinienne qu'il y a encore 20 ans. Je me demande si toi, tu le ressens dans ta génération, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Totalement, je suis d'accord avec toi. Donc déjà beaucoup plus pro-palestinienne, parce que je pense déjà qu'à prendre mon téléphone et c'est beaucoup plus donc les crimes israéliens qui sont montrés et qui des scènes très violentes et atroces qui montrent une réalité malheureusement que vivent les gens dans la bande de Gaza.
et aussi qui est accompagné d'un anti-impérialisme, souvent comme ça, et que ce soit même, j'avais vu des gens des États-Unis qui faisaient le parallèle entre Black Lives Matter et aussi les Palestiniens, qui disaient Mhm. que voilà, c'est donc il y a une répression, que c'est du racisme, tout ça qui fait que on ne considère pas autant leurs morts que justement d'autres personnes de d'autres classes et de d'autres races qui sont plus privilégiées. Voilà, je peux rencontrer aussi ce parallèle que je trouvais inattendu, Ouais. voilà, sur Bah, les réseaux sociaux et même dans mon entourage. c'est un genre de discours qui a toujours existé. Enfin, moi qui existais à mon époque, à la fin des années 90, au début des années 2000, mais c'était un discours qui était porté vraiment par une frange extrémiste. Et par nature, comme disait Talleyrand, tout ce qui est extrême est insignifiant, ça faisait que c'était quelque chose de très répulsif, puisque souvent les gens qui portaient ce discours étaient des antisémites, qui disaient que la haine contre Israël était le paravent de l'antisémitisme, et forcément, ça n'avait pas cet impact. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui se passent avec cette guerre. C'est d'abord que les réseaux sociaux montrent beaucoup plus la violence, parce qu'on l'a toujours connue, cette violence. On savait comment ça se passait, sauf qu'il n'y avait pas les images. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la génération qui vient, la jeune génération, est beaucoup plus radicale sur justement la question des victimes. Que dès qu'il y a des victimes, c'est tout de suite, elles ont raison en fait, et ça occulte également les erreurs qu'ont fait les Palestiniens, parce que les Palestiniens ont fait des erreurs au cours des 50 dernières années, mais en fait, il y a vraiment cette nouvelle sensibilité qui fait que l'opinion publique est beaucoup plus ouvertement anti-israélienne qu'elle ne l'aurait jamais été il y a 20 ans. Et alors, personnellement, moi, c'est mon côté boomer, je n'ai jamais regardé de photos de violence de ce conflit. Et, et toi, quand tu en regardes, est-ce que tu te poses la question avant ou pas, en fait, ou c'est quelque chose qui t'est imposé? Si je me pose la question, est-ce que je vais chercher Est-ce que je des vais les personnes? regarder ou pas? Parce que c'est toujours le problème aussi que ça peut être c'est de la propagande du Hamas aussi, de montrer des images de cadavres. Tout comme dans d'autres conflits en Ukraine, la télévision polonaise a montré beaucoup de cadavres de soldats russes, mais jamais de soldats ukrainiens. C'est toujours le problème des images qu'on montre. Toi, quelle est ta politique là-dessus? Moi, la politique, c'est l'autruche. C'est vrai que j'en parlais avec une amie à moi, on était tranchés, c'est vrai, parce que d'un côté, ça montre la réalité de la guerre, de la violence, qu'on est préservé à ça, justement, que de ne pas nous exposer à de telles atrocités, mais qui sont voilà, la vie de gens. Et du coup, d'un côté, ça permet de prendre en compte et d'approcher cette réalité-là qui est très lointaine de nous. Mais d'un autre côté, j'ai un problème justement, déjà oui, parce que ça a fait de l'émoi et on a du mal après à vraiment discerner et donc ce conflit et avoir un recul dessus. Voilà, de jouer sur cette sensibilité, c'est vrai que ça permet de prendre en compte une réalité, mais d'un autre côté, ça permet pas toujours une réflexion très objective et ça peut aussi être, comme tu dis, être une partie de la propagande du Hamas pour pouvoir avoir des alliés, pour pouvoir aussi, voilà, pouvoir en fait, l'acteur qu'il est face à Israël quand même, qui est des principales armées, pouvoir donc être en force et voilà, se mettre en avant et toucher à l'opinion publique, internationale. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu, tranchée, j'évite, hein, de regarder parce qu'aussi j'ai un problème de dignité, par rapport, à ces gens-là qu'on les expose, dans des je pense que leur famille ne serait pas toujours d'accord. Bien sûr, ça doit dépendre.
globalement, n'aimerait pas voir sa famille, enfin la mort de ses proches, je pense pas, autant relayer sur les réseaux. Après, moi, ce que je trouve dramatique dans ce conflit, c'est que quand on regarde, là encore, les années 90, on avait Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, qui est mort assassiné. On a eu Yasser Arafat, qui avait enclenché un processus de paix et qui a été mis sur le côté et neutralisé, enfin l'OLP, etc. Et il y a vraiment une logique de politique du pire, en fait. Avec d'un côté l'arrivée de Netanyahou. Netanyahou, c'est un personnage quand même particulier sur la scène israélienne, puisque c'est quelqu'un qui a fait ses études aux États-Unis. D'ailleurs, dans le même, si je me rappelle bien, dans le même institut que Sikorski, c'est-à-dire néoconservateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est certes israélien, mais aussi très marqué par les États-Unis, avec tout ce que ça implique d'un point de vue géopolitique. Et de l'autre, le Hamas, qui a été nourri d'une certaine manière par l'intransigeance israélienne, qui n'a pas cherché d'acteurs plus modérés. Et on voit qu'il y a eu cette politique d'ascension aux extrêmes qui a pour conséquence que les populations se retrouvent entre le marteau et l'enclume après 20 ans, avec en plus tout le temps que c'est macéré et que les haines se soient diffusées parmi les jeunes générations. Donc c'est quand même un sacré gâchis. Et alors là-dessus, tu voulais aussi dire que Biden avait été un peu sur la sellette. Pourquoi ? Parce que justement, un peu à nouveau, on voit toutes les victimes civiles qu'il y a de ce conflit. Et du coup, la population américaine commence à pointer Biden, ce qui n'est vraiment pas bon présage avant les élections qui aura lieu, comme on en avait parlé. Parce que lui, forcément, il est beaucoup plus... il est pour une intervention des États-Unis dans les différents conflits à travers le monde par rapport à son... on va dire, Trump, quoi, le principal rival de Biden. Et du coup, donc de là, commence à lui dire que oui, il est allié dans les différents crimes à travers le monde. Ça commence à le discréditer et à vraiment le mettre à mal son image aux États-Unis. Donc, voilà. Il est urgent d'arrêter, tu te rends compte ? Sinon, les États-Unis pourraient être traités comme de vulgaires Iraniens qui vendent des drones Shebab pour les envoyer sur l'Ukraine. C'est ça qui est là encore extrêmement choquant, c'est de voir à quel point les guerres sont toujours nourries par des pays qui fournissent des armes dont ils savent qu'elles vont avoir pour conséquence des exactions sur des populations civiles. Bon, mais espérons, je fais un vœu qu'on ait le moins à parler possible du conflit à Gaza dans cette revue presse au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est du wishful thinking, comme disent nos amis américains. Alors, un autre sujet dont on va sans doute parler souvent aussi, c'est la question de l'immigration. Puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une commotion en France avec une loi sur l'immigration qui avait été adoptée. Et donc, dans une tribune du Monde, le sociologue Smaïn Lacher et la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau s'emparent de la plume pour pourfendre l'injustice et notamment commenter les mesures introduites par la loi immigration votée le 19 décembre dernier. Plus spécifiquement, ils reviennent sur la restriction de l'aide médicale d'État, qui est une aide que l'on peut donner aux immigrés, même clandestins, qui en font la demande pour être soignés, et répondent aux arguments de la droite. Ils estiment que cette restriction à l'accès médical est hypocrite et représente une violation du droit fondamental qui est l'accès gratuit aux soins. Manifestement, on ne souhaite pas bonne santé aux étrangers en ce début d'année. Il pointe la stigmatisation qu'on fait des étrangers en France en les présentant comme vulnérables et souffrants, et donc il faudrait leur apporter une aide étatique, même si celle-ci coûte. Selon les auteurs, on n'évoque pas aussi suffisamment la précarisation du travail qui bénéficie à l'activité économique du pays.
Il brosse le portrait des livreurs sur les plateformes qui sont jeunes, ayant moins de 30 ans, et du fait de leur statut irrégulier, manque de lien de filet social. Il critique la stigmatisation du débat autour d'une maigre part des migrants qui est le fruit de nombreux discours de la droite. Et ils préviennent de l'effet boomerang que pourrait avoir la restriction du dispositif AME en ayant des répercussions sur les services d'urgence qui finalement coûteraient plus cher aux caisses publiques. Alors, Alicia, d'abord, petite colle de l'ancien professeur. Combien y a-t-il eu de lois sur l'immigration en France depuis 1980? Je réponds 30. Ah, je Mais suis tiens, fier de toi. Je suis fier de toi. Ça j'ai fait pas beaucoup, révisé. ouais. Ça fait beaucoup. Il faut bien le reconnaître. Peut-être qu'une loi aurait suffi si elle avait été efficace. Ou alors peut-être qu'avec 30 lois efficaces, le problème va être particulièrement bien réglé. Alors pourquoi cet article t'a interpellé? Là, dans cet article, ce qui m'a le plus interpellée, c'est, je pense, les arguments. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est donc l'effet un peu boomerang qu'ils évoquent. Donc avec la restriction du dispositif AME, qui va avoir en fait au final donc ces personnes-là qui sont concernées et qui vont voir qu'elles n'ont plus accès à ce soin, elles vont se tourner vers les services d'urgence qui potentiellement va coûter plus. Donc voilà, en fait, ça va dire que c'est un peu plus de ce côté-là. Qu'est-ce qui vraiment en fait, parce que c'est présenté que ça va pouvoir on va pouvoir faire ainsi des économies, parce qu'on coupe aussi non seulement cette aide, mais donc toutes les aides sociales donc, que la CAF permet. Et on montre que ça va être, voilà, que la France, elle est plus, enfin, elle a besoin d'économies parce que les caisses, il y a une dette considérable qui est à rembourser. Et donc, en mettant en place une telle loi, on va pouvoir faire des économies. Mais d'un autre côté, justement, il y a une question, est-ce que vraiment c'est pertinent dans la mesure où on a cet effet boomerang et qu'il faudra dans tous les cas payer et peut-être voire plus en justement coupant et restreignant ce dispositif. Voilà, c'est un peu cet aspect-là que j'ai aimé le plus dans cet article. Après, il y a quelque chose. Alors, j'aime pas les microbes, ni les virus, de manière générale, tout comme j'aime pas la mort. Mais il y a une grande qualité des microbes et des virus, c'est qu'ils ne sont pas racistes. Et c'est un petit peu aussi le problème, c'est qu'à chaque fois que des gens sont privés d'accès de soins, surtout dans les grandes métropoles comme Paris, où les gens sont entassés dans les transports en commun, ça peut avoir des conséquences en termes de santé publique, y compris pour des étrangers en situation régulière, des Français en situation régulière, etc., etc. Et ça, c'est quand même quelque chose, je me demande si on n'a pas, en fait, comme malheureusement souvent sur la question de l'immigration, s'il n'y a pas une forme d'emprisonnement idéologique. Et qu'en fait, la loi, plus que résoudre des problèmes, cherche en fait à donner une inclination politique, ce qui n'est pas le rôle d'une loi. Le rôle d'une loi, c'est de résoudre les problèmes et de créer un cadre stable et un cadre de sécurité juridique. La loi ne doit pas changer tout le temps. Et c'est ça qui est un petit peu choquant avec ces 30 lois sur l'immigration en 43 ans, c'est que par définition, un immigré est quelqu'un d'un peu fragile, quelqu'un en plus qui doit s'acclimater à des nouvelles normes, donc il ne lit pas le journal officiel tous les jours pour connaître les lois nouvelles. Ça crée une forme un peu d'instabilité, d'insécurité juridique, alors que paradoxalement, on insiste beaucoup de plus en plus sur la nécessité d'une sécurité juridique. C'est quelque chose qui est défendu par des institutions comme la Cour européenne de justice, etc., etc. On l'applique dans beaucoup de cas. Moi, je me pose la question un peu de cette multiplication législative. C'est un petit peu dommage d'une certaine manière. Et d'autant plus, alors, moi, c'est le deuxième point qui me gêne profondément sur la question de l'immigration,
c'est qu'on a eu des études, par exemple, du sociologue Christophe Guilluy, géographe, pardon, qui, honte à moi, qui disait que, en fait, globalement, dans les métropoles, à l'heure actuelle, on a besoin de 20%, 20% du marché du travail est constitué par des gens dont le travail est nécessaire, mais en réalité, pour que les gens puissent se payer leurs services, il faut que leur salaire ne leur permette pas de vivre dans la métropole. Un exemple typique, tu parlais des livreurs Uber. Désormais, le mode de vie métropolitain, c'est commander à Uber. Voilà, quand on a la flemme de cuisiner. Tiens, je vais te relancer la culpabilisation après les images de massacre. Est-ce que tu commandes chez Uber? En vrai, non. Non, Ah, c'est bon. non, ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une période pendant le Covid où là, je commandais plus. Et oui, clairement, par flemme, on va dire un peu, voilà, j'avais pas la motivation, j'avais un peu perdu goût à la vie, mais pas à cause de la maladie du Covid. C'est juste, voilà, j'avais perdu, Mais là, un peu c'est toute motivation. Et du coup, surtout oui, quand tu as tenu dans une situation extrême, le confinement. Donc, ah oui, exactement, tu as mon absolution républicaine. Mais voilà, 20% de gens. Et il y a une vraie question à se poser sur nos modes de vie. Parce que pourquoi, dans ce cas-là, ces gens-là, du coup, comment font-ils pour survivre? Bah, c'est grâce à la solidarité nationale. C'est grâce aux aides sociales. Et le paradoxe, c'est que qui paye les impôts qui financent les aides sociales? C'est la France périphérique, c'est-à-dire la France des petites villes où les gens ne se payent pas des Uber. Donc on a tout un système en fait qui est très étrange, où globalement, bon alors déjà, on n'arrête pas l'immigration. Je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on ne le fait pas, puisque on a besoin structurellement de 20% de gens qui travaillent en zone grise dans les métropoles pour pouvoir faire tourner les modes de vie métropolitains. Et comme les gens des métropoles ne veulent pas payer le prix pour rémunérer de manière décente ces personnes, c'est la France périphérique qui connaît ses propres difficultés, qui, par ses impôts et les aides sociales qui sont versées, va apporter le complément d'argent nécessaire. Et d'une certaine manière, ça fait faire la guerre des pauvres contre les pauvres. Et c'est quelque chose de très triste, en fait, là encore. Et je ne suis pas sûr que faire une petite loi où on va dire on va retirer telle aide sociale, ça va résoudre un problème qui est structurel. Pourquoi dans les métropoles, les gens qui font des travaux difficiles, c'est difficile d'être livreur Uber, ne peuvent pas être rémunérés de manière décente? Et par exemple, là-dessus, en Pologne, c'est assez frappant parce que Uber s'est développé en Pologne ces dernières années, tous ces livreurs. Sauf qu'en fait, en Pologne, il n'y a pas de problème d'emploi. Le marché du travail était déjà... tout le monde avait un travail. Donc du coup, ils ont fait venir exprès des Pakistanais de Londres pour faire serveur Uber. C'est quand même assez fascinant parce qu'en Pologne, il y a très peu d'immigration, mais à chaque fois qu'on commande un Uber, ça va être un Pakistanais. Et ça montre à quel point certains modes de consommation, qui sont peut-être les modes de consommation les plus toxiques des métropoles, ont besoin d'une immigration qui va créer après des débats toxiques, des mesures toxiques, et tout un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Moi non plus, je ne commande pas Uber. Ouais, c'est bien meilleur les petits plats à la maison. Bah Et oui. oui, c'est sûr. Mais je voulais aussi un peu rebondir sur cette image des migrants qui est très stigmatisée et qui donc en fait totalement crispe le débat parce que on mélange tout. On a tendance à mélanger migrants, donc réfugiés, enfin tout cela, ça se confond dans l'esprit, j'ai l'impression de beaucoup. Et aussi,
il y a beaucoup de gens de migrants donc et c'est historique, qui viennent en France, mais qui vont partir ensuite, enfin voilà, qui vont ailleurs, qui reviennent dans leur pays d'origine ou qui vont ailleurs en Europe. Et j'ai l'impression que c'est très crispé, tout ce débat sur donc l'image de l'étranger qui vient vulnérable, souffrant pour des raisons économiques, pas nécessairement parce qu'il fuit un pays en guerre ou autre ou parce qu'il est persécuté. Et j'ai l'impression que tout en tout cas dans cette partie de la loi, se concentre et se stigmatise autour de cette image de l'étranger qui est pas, qui reflète pas la majorité en fait des cas qu'on peut voir des arrivants, des étrangers qui arrivent ici en France, quoi. C'est souvent Ah ça qui me ben, surprend. là-dessus, alors il faut reconnaître là que, à mon avis, tous les camps sont responsables. Parce que moi, bon, j'ai travaillé dans le milieu universitaire sur la question des migrations, et un réfugié, un demandeur d'asile, un immigré, un immigré de travail et tout, c'est pas la même chose. Et il y a une tendance globale dans le milieu universitaire, mais dans les journalistes, à toujours déplacer la réalité vers le thème qui apparaît comme le plus malheureux. Typiquement, on remplace immigré par migrant, comme un oiseau migrateur. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive à un truc très flou. Alors, tu vas me dire, c'est pareil avec le Rassemblement national, ou avec des discours où c'est toujours très flou aussi, mais on pourrait attendre plus de sérieux du camp universitaire pour justement pas donner d'arguments aux démagogues de tout poil. Et malheureusement, il y a un peu une solution de facilité à ce niveau-là. Et le deuxième truc sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, sur la question de la circulation. Parce que il y a un truc, la migration, ça peut être différentes choses. Et ce qui fait peur aux gens, c'est la migration de peuplement. La migration de peuplement, par exemple, typiquement un étudiant africain qui va venir en France parce qu'il va faire ses études et qu'il va y rester. Mais en fait, très souvent, plus on fait de contraintes à la circulation, plus ça va enchérir le trajet d'un migrant vers le pays. Et donc, du coup, comme il a investi 2 500 € pour venir en Europe, il ne va pas repartir tant qu'il n'aura pas récupéré sa mise et plus si affinité. Et donc, il va se retrouver bloqué. Et paradoxalement, il y a toutes les mesures qui vont bloquer les migrants, ne vont pas les décourager de venir, mais vont les décourager de repartir. Et là-dessus, il y aurait des situations de migration circulatoire qui seraient beaucoup plus efficaces d'une certaine manière si on veut éviter la migration de peuplement. Là encore, qui est la chose qui fait peur aux gens, puisque les gens n'ont pas peur du livreur Uber qui leur apporte leur plat. Ils ont peur que dans leur quartier, tous les gens ressemblent dans 15 ans à leur livreur Uber. Mais c'est deux choses, c'est deux phénomènes un petit peu différents à ce niveau-là. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a une forme de toujours mauvais traitement de ces questions, mais je pense dans tous les camps. Et c'est ça qui est un peu triste, et qu'il y a aussi une autocritique à faire de la gauche, du milieu universitaire, parce que il y avait de nombreuses années, une démographe anti-Front National a publié un livre, Les yeux grands fermés, où par exemple elle reprochait l'absence de statistiques fiables sur la question migratoire, qu'on a dans d'autres pays. Pourquoi on n'en a pas en France? Ça permettrait de poser calmement le débat. Parce qu'on est Voilà. tous français, on ne fait pas de distinction justement en fonction des origines, c'est ça le problème en France. Enfin, en tout cas pour faire des statistiques. C'est pour ça, Oui, mais on peut parler de faire ça. des statistiques d'entrée. Même les statistiques d'entrée, c'est compliqué, c'est un petit peu à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un vrai débat, la question des statistiques ethniques, on en reparlera peut-être une fois. Alors, on prend le dernier article? Très bien, allons-y. On reste un petit peu dans la thématique justement de ces
de ces, arrivants qui Du arrivent et donc migrant, mais pas de l'immigré, là, dans ce cas. exactement, de migrants, mais justement pour les études. Du coup, on va enfin arrêter de tout mélanger et zoomer sur cette, partie, de gens qui arrivent en France et donc c'est l'auteur se demande si la France est-elle moins attractive que par le passé, pour les jeunes Français qui, voulaient faire des études supérieures. Parce que dans un article du Monde, du 8 janvier 2024, c'est Margarita Nassi qui nous apprend que la mobilité des étudiants français a augmenté de 25 au cours des 5 dernières années et donc fascinée par, ces étudiants, ils sont souvent fascinés par la possibilité d'évoluer dans un cadre plus international et de bénéficier dans un environnement beaucoup plus ouvert que les traditionnelles prépa ou Sciences Po. Ils sont prêts, donc à payer le prix, de telles études, à savoir 35 000 € pour une année d'études au King's College de London, heu pour des études souvent en histoire ou différents, domaines et aussi dans un contexte où l'orientation avec Parcoursup est un objet de stress pour les élèves. Je pense que tu pourras nous en dire plus. Tu n'en as pas connu. Tu as pas Non, moi, connu ça, Parcoursup. j'ai pas connu le le nouveau stress de Parcoursup et du coup, il y a de plus en plus d'universités américaines ou canadiennes qui cherchent à recruter en France, quitte à froisser les acteurs éducatifs de l'Hexagone qui voient des stratégies de contournement. Et donc là, la question se pose, donc comme avec, le montant qui a été cité dans l'article de 35 000 € pour une année, est-ce qu'il y a un certain verrouillage social par l'argent qui s'effectuerait? Bah, malheureusement, le modèle français républicain donnait le concours. Alors, il a tous les défauts du monde, etc. Mais l'avantage du concours, c'est qu'il permet une sélection assez tôt dans les études. Et après, quand on rentre dans une grande école, bah, ce n'est pas des études payantes, c'est des études payées. Alors, c'est quand même une grosse différence parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on fait des études, c'est d'être un petit peu en dehors du monde. Alors, je sais que c'est choquant, mais c'était George Steiner qui parlait de la scolée, de l'école, comme le lieu qui doit être en dehors du monde, pour justement un petit peu réfléchir, pour développer de l'imagination, pour étudier des sujets qui seraient un peu plus en profondeur que ce que nous donne le temps de la vie. Et là-dessus, alors bien sûr, les grandes écoles ont des problèmes, notamment du fait des difficultés du secondaire, désormais, à amener des enfants des classes populaires dans les grandes écoles, ce qui n'était pas encore le cas, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Mais de toute façon, la sélection se fait. Et si elle ne se fait pas par le concours, elle se fait en fait un petit peu plus tard dans les études. Elle va se faire un peu par lassitude, par fatigue. C'est-à-dire, plus les études sont longues en réalité, bah, plus ça nécessite que les parents dépensent de l'argent et que ça soit un certain milieu social qui puisse réussir ses études. Et ça, c'est très problématique parce que, par exemple, j'ai lu récemment un article d'un sociologue américain, Graeber, qui écrivait ça en 2004, donc la situation doit être pire maintenant, où il expliquait qu'un jeune qui voulait un emploi dans du tertiaire créatif, donc dans les médias, dans tous les métiers qui font un peu rêver, la pub, le design, etc., devait tabler à la fin de ses études qu'il allait travailler 2 ans sans salaire. Ce qui veut dire que mécaniquement, les seules personnes qui peuvent réussir dans ces métiers tertiaires, ce sont les gens dont les parents sont prêts à leur payer à 25 ans, 26 ans, parce que c'est à la fin des études, 2 ans de salaire. Et ça va créer un phénomène totalement endogène, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'outsiders qui peuvent s'imposer dans ces métiers. Et donc, on se retrouve avec des gens qui viennent tous du même milieu social et qui donc vont un peu tous penser la même chose, alors qu'à l'université, il y a de la diversité d'opinions, parce qu'il y a des gens de toutes les classes sociales, mais c'est après que la sélection par l'argent se fait. Et je trouve ça très dommage. Et alors, en plus, là, à King's College,
35 000 € pour un an, mais c'est de la folie. C'est de la folie furieuse, c'est de l'arnaque, hein, n'y allez pas. Comme disait Napoléon, les Anglais, c'est un peuple de boutiquiers et de commerçants. Parce que ça veut dire en tout que c'est 125 000 euros pour 5 ans. 125 000 €, vous pouvez en acheter une bibliothèque. Hein. Vous pouvez les lire tout seul, les livres. Vous serez plus cultivé. Voilà. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, Alicia. Je te rejoins là-dessus. En plus, moi, j'ai connu des gens qui étaient au King's College et donc j'ai un peu demandé comment c'était parce que forcément, il y a tout, un peu comme une marque, quoi, que ça brille, King's College, une marque de luxe de l'enseignement supérieur. Et il me disait qu'en plus, il n'y avait pas tant de cours que ça. Donc en plus, ça fait très cher de payer autant pour pouvoir dire qu'on a été à King's College. Enfin, il m'expliquait que le système anglo-saxon, c'est beaucoup de cours tout seul, enfin, justement de la charge de travail, c'est tout seul qu'on devait la faire, mais qu'on avait certains cours. On avait beaucoup de temps libre, beaucoup de charges de travail, mais c'est nous-mêmes, on devait donc assurer cette charge de travail et sans voilà, payer autant pour avoir les cours à la hauteur de son temps. En Ça m'a fait, toujours ils te font payer pour surpris. travailler tout seul. Un peu ça. Je me moquais d'eux comme ça. Ils me disaient, mais non, quand même, il y a une qualité de prof et de cours aussi. Mais je me dis quand même, ça fait cher pour le peu de cours auxquels ils assistaient. Mais je suis totalement d'accord avec cette reproduction sociale. Et surtout, on voit pour se lancer au début et surtout enfin, moi, j'habite donc à Paris et je fais un master ici à Paris. Et, et je vois comment, en fait, on vit différemment ses études selon si on a derrière nous des parents qui sont en mesure de nous offrir une vie à Paris ou d'autres gens qui sont obligés donc à côté de prendre un travail, tout ça. Et en plus, c'est une ville très, très fatigante et très, très chère. Du coup, on va dire qu'on n'a pas ce cadre paisible de la scoler un peu en dehors du monde. On est plutôt déjà dans le monde sans forcément avoir les armes pour certains. Et du coup, il faut un peu batailler sa forge. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cet espace, on va dire, un peu plus libre pour pouvoir s'épanouir pour certains. Et maintenant, en plus, ça commence beaucoup plus tôt avec Parcoursup. Alors, tu me demandes de parler de Parcoursup, je serai très, très diserte sur la question. Parcoursup, c'est qu'en fait, désormais, la sélection se fait sur le contrôle continu depuis la première. Alors, donc, à partir de la première, la scolée, c'est fini parce que l'objectif, la moindre note va rentrer dans des algorithmes qui vont mouliner et qui vont décider de l'avenir des élèves. Et là-dessus, je me rappelle que le ministre qui avait fait la réforme, Jean-Michel Blanquer, avait lu une très belle lettre, la lettre de Jean Jaurès aux jeunes instituteurs, au moment de la naissance de cette école républicaine. Et il y avait un passage qui avait été supprimé de la lettre. C'est le passage où Jean Jaurès mettait en garde les instituteurs quant à la folie de l'évaluation, que l'évaluation étouffait la créativité, elle étouffait la capacité d'imagination, il fallait parfois faire souffler les élèves, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi ce passage manquait à l'époque. De toute façon, la lettre était longue et donc il était normal de supprimer des passages. Néanmoins, celui-ci, je l'aimais bien. Je ne l'aurais pas supprimé. Voilà. Mais alors toi, Alicia, À ma grande joie, pardon. Oui, si on te propose King's College, scolarité payée, tu y vas ou tu restes dans un système français? Là, demain, Oui, demain. j'ai envie de dire oui par curiosité, mais Mmh. c'est vraiment la simple curiosité qui m'emmènerait au King's College. D'accord. Pour... Quelle place tu vois, en fait, justement, à ces séjours à l'étranger pour les étudiants? Est-ce que tu en as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, j'ai eu la chance d'aller, enfin la chance ou la malchance, ça dépend. Les réactions sont diverses, mais j'ai pu juste avant le début de donc l'invasion russe en Ukraine, j'étais à Moscou pendant 6 mois.
Et parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, mais j'étais ravie de pouvoir faire ce voyage et de pouvoir, avoir ce semestre d'échange en Russie et surtout enfin de sortir un peu de l'Union européenne. C'est ça qui m'intéressait, de découvrir un pays, qui fonctionne, donc différent de ce cadre, enfin différent que ce que j'avais connu jusqu'à maintenant en Europe. Et c'était une richesse incroyable. Après justement, voilà, c'est parce que c'était dans mon parcours et c'est, prévu qu'il y ait un échange, mais je sais que c'est pas offert à tout le monde et à tous les élèves et surtout les places sont réduites et je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de souligner, c'est à quel point c'est saturé, à quel point en fait il manque de place et à quel point il y a tant d'étudiants qui aimeraient faire des échanges différents ou enfin même, aller dans les universités qu'ils souhaitent en France, mais que complètement c'est bouchonné quoi et du coup, il faut soit on a les moyens d'aller ailleurs, soit, bah, malheureusement, on lutte sur place Et pour quand ça. tu dis tu es allé à Moscou, c'était une super expérience, et ça t'a montré des choses différentes. C'est par rapport, à la vie ou également par rapport aux cours? Ça, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que quand on va à l'étranger, également, les cours sont différents? Vraiment? Ou c'est surtout la découverte d'une nouvelle culture, c'est les à côté? Parce que dans l'article, globalement, ce qu'ils disent, c'est les à côté, hein, qui les Oui. intéressent. C'est pas tant les cours au King's College. Oui, c'est ça. En vrai, je pense pour les gens qui vont au King's College, ils ont plus d'attentes et forcément, ils vont être exigeants par rapport à leurs cours, là-bas. Mais moi, clairement, je suis allée en Russie pour tout ce qui est à côté. Je suivais mes cours en ligne pendant 6 mois et du coup, j'ai pu, voyager pendant tout ce temps et rencontrer les gens et c'était ça avant tout qui m'importait, quoi. C'était plus, justement, découverte et aussi c'était une étape importante pour moi pour devenir plus indépendante et autonome parce que j'étais à l'étranger et je devais, voilà, me débrouiller, comme une grande fille, voilà, sans papa, maman. Ouais, ah bah, oui, bah, ça. Ça Mais change. tu sais, les temps changent parce que mon père était, dans une banlieue rouge dans les années 50 à Charenton et comme il avait été bon à l'école, il avait été convoqué par le maire communiste évidemment et le maire communiste lui avait proposé dès après le bac de l'envoyer à Moscou, tout frais payés, pour faire toutes ses études à Moscou. Et bon, mon père avait refusé, sinon je parlerais russe là, et on se serait pas rencontrés sans doute. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans l'article, et c'est peut-être la dernière chose avant de fermer le banc qu'on va évoquer, c'est à quel point il y a un peu un manque d'imagination des destinations. C'est le monde anglo-saxon. C'est le monde anglo-saxon, c'est les Anglais, c'est en gros, je fais des études à l'étranger, mais je veux que tout soit pareil. Et je trouve que c'est vraiment étonnant à l'heure de la mondialisation qu'il n'y ait pas plus de gens qui tentent l'aventure vers d'autres destinations que le monde anglo-saxon. Parce que, mine de rien, le monde anglo-saxon, même les travaux universitaires du monde anglo-saxon, ils sont disponibles assez facilement. Tandis que ce qui se fait dans des universités brésiliennes, alors malheureusement des universités russes en ce moment c'est compliqué, des universités turques, tout ça, ça pourrait être une vraie aventure. Et on voit que les élites françaises sont quand même assez, comment dire, assez casanières au fond. C'est vrai que beaucoup se bousculent pour pouvoir avoir les places, plutôt dans c'est dans les universités anglo-saxonnes parce que c'est plus prestigieuse, quoi. C'est la ligne sur le CV qui fait briller, quoi. C'est pour ça que certains ont conscience de cela et cherchent à aller justement dans ces universités-là, pas nécessairement pour, la vie autour parce qu'on connaît ça à travers, plein de toute la culture populaire qu'on a anglaise, à portée de main, qui nous f bah, voilà, qui nous donne déjà un avant-goût de ce que c'est, un peu sur place là-bas mais c'est vrai que je suis d'accord que pour les autres pays, on manque pas mal d'imagination et après ça dépend. Moi j'ai connu Par exemple, la Pologne, très beau pays exactement, pour faire ses études, pas cher, avec des gens presque sympas tout le temps. c'est Donc, ça. donc voilà.
Un Mais peuple à découvrir. ouais, je sais pas, moi c'était François Mauriac qui disait, et ça rejoint ce que tu dis, je ne vais pas aux États-Unis parce que je ne vais pas visiter ce pays qui m'a déjà visité. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est un peu parfois ce qui joue dans les études à l'étranger. Enfin, mais écoute Alicia, donc merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le Merci à tour. toi. Et donc, alors la semaine prochaine, je te ferai sans doute une infidélité avec une autre partenaire, mais j'espère te retrouver dans 2 semaines. Très bien, oui, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.